Dominant les remparts de la Haute-Ville de Québec depuis maintenant plus d'un siècle, le château Frontenac est devenu le symbole de la vieille capitale. Son imposante structure et sa tour centrale emblématique surplombent le cap Diamant, offrant une incroyable vue sur le fleuve Saint-Laurent. En 130 ans d'existence, le château Frontenac n'a pas juste vu passer des touristes et des gens d'affaires. Des événements parfois tragiques ou anecdotiques, des mystères et des histoires incroyables font également partie du passé de ce lieu prestigieux. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Nous allons parler aujourd'hui d'un bâtiment qui est extrêmement connu ici au Québec, qui s'appelle le Château Frontenac, qui se situe dans la ville de Québec, qui est un hôtel qui a été inauguré en 1893, en tout cas pour la première phase. On ne rentrera pas dans les détails. Le nom a été donné en hommage à Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Alors vous connaissez Annie? Elle ne peut pas s'empêcher de fouiller. Donc, de voir qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme bâtiment avant le Château Frontenac, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus? Selon les cartes anciennes qu'on retrouve sur les archives nationales, avant, on dit qu'il y avait une prison, que c'était la prison de la Haute-Ville. C'est un historien qui s'appelle Ernest Gagnon qui a parlé de ça dans Le Devoir en 1911. Mais en fait, selon mes recherches, ce serait un commissariat de police qui était là, donc probablement avec une petite prison à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il parlait. Et sinon aussi, là, juste en face, là, un petit peu qui chevauche même, je pense, là, le Château Frontenac, il y avait une école normale qu'on appelait ensuite le Château Haldimand. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose selon les cartes. Maintenant, vu qu'on a parlé de l'historique de l'emplacement, l'historique de la construction. D'ailleurs, en passant, là, j'ai oublié de le dire tantôt, mais c'est un hôtel qui a la réputation d'être le plus photographié au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est communément... Quand on parle du Château Frontenac, on parle régulièrement du château le plus photographié au monde. Fait que, de toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment, on mettra des images, des photos, des documents, toujours sur le site retrocrime.com, mais ça, vous en avez déjà l'habitude. Maintenant qu'on a parlé du bâtiment, qu'est-ce qui s'y passe des fois de particulier? On a parlé d'ailleurs de Louis de Buade, le comte de Frontenac. Oui, c'est ça. C'est que dans les légendes urbaines les plus populaires concernant le château, il y a évidemment l'histoire des fantômes qui pourraient errer dans les couloirs, dans les chambres du château. Et Louis de Buade, le comte de Frontenac, ce serait lui qui errerait et qui le spectre de cet homme-là qui se promènerait. Soi-disant, bon, ça c'était, disons que on a changé de style depuis là, pour les manuels d'enseignement primaire, mais en 1898, on y racontait dans ce manuel-là que Frontenac, après sa mort, voulait léguer son cœur dans une boîte d'argent à sa fiancée, qui a voulu lui envoyer à Madame de Frontenac, mais elle aurait refusé de recevoir ce cadeau, disant que ce cœur-là, de son vivant, ne lui avait jamais appartenu. Je trouve ça délicieux. Ben, pas le cœur, là, mais la réponse de la dame de Frontenac, là, de dire, dans le fond, il n'a jamais été là, parce que c'est ça, hein, il était parti en Nouvelle-France, il avait laissé son épouse, qui était très jeune d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, là, et lui, il est parti vaquer à ses occupations, puis au moment où il allait mourir, il s'est rappelé qu'il avait une épouse en France, et il s'est dit, bon, ben, je vais lui envoyer un beau cadeau, mon cœur
Oui. Oh my God, c'est C'est ça. Donc, ça spécial, hein? serait lui qui errait dans les couloirs. Là, jusque dans les années 90, on a des histoires d'employés ou d'employés temporaires, admettons, qui sont là Oui. pour faire de la maintenance ou pour des rénovations. Comme quoi, il y aurait vu un homme qui ressemble à quelque chose d'époque, très d'époque, là, du comte de Frontenac. Sinon, il y a l'histoire du spectre d'une jeune femme en chemise de nuit. Celle-là était peurante, là, Ouais. honnêtement. Qu'on dit que ce fantôme-là, des fois, va se glisser sous les draps, qui va s'asseoir au pied du lit. Complètement, le regard hagard, comment dire, OK. tu sais. Et là, bon, c'est ça, celui-là, évidemment, documenter ça, c'est pas évident. Il y a rien d'objectif dans ça. Mais quand même, sinon, ben, on a Le Soleil en 2003 qui raconte aussi que les employés du Château Frontenac, face à cette légende urbaine-là, vont dire en riant un petit peu à la blague que ça arrive souvent apparemment que les clés de leur chambre préférée vont disparaître. Ils vont avoir de la misère à les retrouver. Ça, là, c'est correct. Des clés qui disparaissent, là, de toute façon, on égare tous nos clés. On pourrait mettre ça sur le dos de fantôme à chaque fois, finalement. Mais l'affaire du fantôme qui se glisse dans les draps, là, ça, j'avoue que c'est moins le fun, là. Ça, j'aimerais C'est pas très être épeurant, c'est c'est ça. comme spécial. Mais comme tu dis, en même temps, si vous nous demandez des preuves et des faits concrets, là, ça va être difficile. Oui. Qui dit vieux bâtiment, un bâtiment qui remonte encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, à 1893, vieille construction, puis c'est assez massif, et c'est sûr qu'il y a des époques différentes. Il y a souvent eu des incendies au château Frontenac. Ben souvent. Il y en a eu quelques-uns. On va vous parler des plus notables et en tout cas des incendies qui ont un peu excité notre curiosité, on va dire ça de même. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'incendie du 4 juin 1912 vers 1h30 du matin. C'est un incendie qui s'est déclenché dans les cuisines du château. Alors c'est sûr que, à part les cheminées, à part les systèmes de chauffage, c'est sûr que le deuxième endroit où il peut possiblement avoir un incendie, c'est les cuisines. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et en attendant l'arrivée des pompiers, d'ailleurs, quand il y a eu le début de l'incendie à 1h30 du matin, les employés de l'hôtel ont utilisé les boyaux. Comme on peut voir des fois dans des boîtes, là, il y a des boyaux qui sont prêts à l'emploi. Et ils ont commencé à essayer de contrôler le feu. Vers 2h30, les toits au-dessus des cuisines avaient été atteints par la fumée et puis envahissaient la cour d'intérieur parce que le château Frontenac, les premières constructions en tout cas, c'est en cercle. Et il y a une cour un peu comme dans un château fort. Et ça doit être assez épeurant là, de voir la fumée prendre tout l'espace. L'incendie fut contrôlé à 3h15 du matin et les visiteurs, donc les clients, ont pu regagner leur chambre vers 5h du matin. Donc c'est correct, c'est au mois de juin, il ne devait pas faire très très froid. Alors, il y a une histoire assez, moi, que j'ai trouvée savoureuse. Dans la presse du 11 juin 1912, des pompiers étaient accusés d'avoir volé ce qu'on appelle, je cite, des liqueurs enivrantes. J'aime ça, ce terme-là, liqueurs enivrantes. Bon, de l'alcool, quoi, tu sais, entre nous. En fait, ils auraient dérobé ces bouteilles d'alcool à la buvette du château. Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien à faire là-dedans. L'incendie, c'était dans les cuisines. Et on se rend compte un peu plus tard qu'il y avait des bouteilles d'alcool qui manquaient. Il y avait la porte de la cave à vin qui avait été défoncée par ces mêmes pompiers. Mais pareil, ils n'avaient rien à faire ici. Le lieu, l'endroit dans le château de Frontenac n'était absolument pas menacé par les flammes. Ils n'avaient aucune raison de se trouver là. Et puis on apprend un peu plus tard que dans le fond, il y a 7 pompiers qui ont été accusés, dont 3 plus gravement. Je ne sais pas, il y en a peut-être 3 sur les 7 qui ont un peu plus bu que les autres. Les 7 pompiers ont avoué avoir bu, je cite, du vin, du scotch et du brandy, qu'ils se sont passés entre eux. Ils ont avoué en plus avoir mangé des gâteaux. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement presque cute, parce que Les j'imagine pompiers les voleurs. pompiers, ben c'est ça, pompiers voleurs déjà, puis je les imagine assis, en train de se passer les bouteilles d'alcool l'un après l'autre, là, et puis et ainsi que des parts de gâteaux. Parce qu'on ne parle pas d'un incendie qui est si prenant que ça. Hein. Je pense qu'on Non. dit que les visiteurs ont pu regagner leur chambre. Donc, Ben, c'est ça, les dommages ont été somme toute assez mineurs. Il y a les cuisines qui ont été atteintes. Comme je disais, il y a des pièces au-dessus des cuisines qui ont été atteintes, mais ça a été quand même assez vite maîtrisé.
La seule problématique qui a dû se passer le lendemain, c'est pour faire la cuisine. Ils ont dû sans doute faire appel à des restaurants du coin, j'imagine en tout cas. Mais de toute façon, quand des pompiers prennent le temps de faire le tour d'un bâtiment, c'est qu'a priori, c'est pas très stressant comme incendie. Là. En tout cas, bref, pour finir cette histoire, selon l'enquête, il n'avait aucune raison de se rendre dans cette partie du château, comme je l'ai dit, et encore moins d'enfoncer la porte de la cave à vin, étant donné que cette zone n'était pas menacée par l'incendie. Finalement, dans le journal Le Canada du 17 juin, on nous apprend qu'un seul des 7 pompiers fut destitué. 3 autres ont vu leur congé retranché. Finalement, c'est une histoire qui finit pas trop mal, à part pour un des 7 pompiers. Un autre incendie le 15 janvier 1926. Ah, là, c'est moins drôle parce qu'on parle du mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? On est au Québec, mois de janvier. Un incendie détruit plusieurs appartements du château, dont un mobilier de grande valeur, ainsi que la vieille rotonde et le jardin d'été. L'incendie semble avoir été assez important puisqu'on dénombrait quelques 22 pompiers blessés. Une enquête a été déclenchée quelques jours plus tard, puisque l'origine du brasier n'était pas connue, puis je n'ai pas retrouvé de traces sur justement quelle pouvait être l'origine de cet incendie. Mais on le sait, mois de janvier, les fournaises devaient fonctionner à plein régime, les cheminées aussi, et on le sait encore aujourd'hui, à notre époque, des incendies liés à des mauvais entretiens de cheminées, à des poêles à bois qui, finalement, ça lance des étincelles et puis ça déclenche des feux. On en voit malheureusement régulièrement. Donc, c'est pas nécessairement étonnant. Mais c'est ça, c'est les incendies qui ont retenu notre attention par rapport au château Frontenac. En faisant l'historique, en regardant l'historique du château Frontenac, j'ai été intéressée évidemment à voir quels sont les crimes ou drames, tragédies qui se sont produits, puis en commençant évidemment par ce qui est le moins récent. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment, c'est très noir, en fait, sombre, comment dire, c'est quand même une histoire dramatique, mais qu'on a quand même un éloignement dans le temps, là, ça fait, oui, parce que c'est en 1897, en janvier, qu'un jeune homme qui dit être dénommé Sands de la Nouvelle-Orléans, s'installe au château Frontenac comme un voyageur de commerce, ou en tout cas, c'était quand même ça son vrai travail. Il s'installe et quelques jours plus tard, il y a un commis qui frappe à sa porte pour lui donner son état de compte parce qu'il n'a pas payé encore pour le fait qu'il soit... Pour son séjour. Son séjour, exactement. Et là, comme il n'y a pas de réponse, il va chercher le gérant, un certain M. Béliveau, qui a été gérant du Château Frontenac pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et là, ce dernier trouve la porte barrée, évidemment, et c'est là qu'on voit que c'est en 1897. Il regarde par le trou de la serrure, tu sais, les anciennes clés, là, j'imagine. On est loin des lecteurs à cartes. Oui, c'est ça. Très loin, parce qu'on voyait à travers le trou, on l'imagine vraiment, là, quasiment à la Harry Potter. Des grosses clés, là, avec des grosses serrures. C'est ça. Et là, par le trou de la serrure, il aperçoit le jeune homme assis dans sa chaise, mais de dos, évidemment, qui semble prêter aucune attention à ce qui se passe autour de lui. Tu sais, déjà là, c'est un petit peu épeurant. Et là, ce gérant-là demande à un jeune employé de se hisser par le vitrail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore fait pareil. C'est d'origine. C'est que le haut des portes de chambre sont comme des petites fenêtres de vitrail qui s'ouvraient, apparemment. Là. Pour aérer. Là. Donc, il s'est hissé par là parce qu'il n'y avait pas un double de clé, ça a l'air, pour rentrer. C'est assez spécial, mais bon. Et là, il a trouvé la victime assis, tête penchée, assis comme si rien n'était, là, avec un projectile d'entrée à la tempe droite, d'où s'échappait un filet de sang. Il n'y a aucun voisin de chambre, curieusement, qui a remarqué de bruit. D'ailleurs, il pense que le suicide a dû se produire pendant la nuit parce qu'il y avait une lampe électrique. C'est là qu'on voit que le château Frontenac devait être luxueux parce que lampe électrique en 1897, qui était encore allumée. Par terre, il y avait le revolver qui était neuf, donc il soupçonne que cette arme-là avait été achetée récemment à Québec. Il y a une seule chambre de projectile qui était vide, donc évidemment la balle qui avait servi à mourir finalement. Sur lui, il restait 15 scènes. Il était venu au château, probablement en sachant que c'était le dernier endroit là, qui allait se donner la mort. Il y avait une paire de ciseaux sur le sol parce que ce qui est spécial, c'est qu'il avait enlevé toutes les étiquettes d'identification sur ses vêtements. Bon, j'imagine que c'est une époque où on s'identifiait nos vêtements jusqu'à l'âge adulte. Même son manteau, tout ça, il n'y avait plus aucune étiquette ni dans son pot de médicaments. Il avait pris le soin d'enlever
l'étiquette d'identification. En fait, rien n'avait été négligé pour que son identité reste un mystère. Mais sur la table de chevet, il avait laissé une lettre de suicide, qui est d'ailleurs relatée dans le coroner parce que on a sorti l'enquête du coroner de 1897, qui est vraiment, c'est spécial à voir parce que c'est comme un papier un peu jauni, style parchemin, vraiment d'époque. Et là, évidemment, c'est écrit à la main, à la plume, là, difficile à déchiffrer un peu. Puis, dans sa lettre de suicide, c'est écrit, il y a comme un triste constat de son estime de soi qui est, disons, très piètre. Il disait que c'était le dernier acte qu'il faisait, que c'était le seul de sa vie qu'il avait accompli, disant de lui que c'était un bon à rien. Il raconte avoir tout fait pour devenir indépendant, gagner sa vie, tout ça, faire le tour du monde, mais qu'en vain, il n'a pas réussi. Il pensait qu'en vieillissant, il allait devenir une vraie bonne personne, qu'il allait devenir quelqu'un d'une certaine prestance, puis que malheureusement, il restait un bon à rien. Et il termine en disant que mieux vaut mourir que d'exister et d'être rien. Puis, son identité, il dit « Ceux qui voudront savoir qui je suis n'auront qu'à chercher ». Un peu comme une énigme, c'est spécial. Et là, sous le matelas, parce qu'évidemment, ils ont vidé la chambre, ils ont viré la chambre bout pour bout pour essayer de savoir de quoi c'est qui cette personne-là, parce que son nom, évidemment, c'était un alias qu'il avait donné à l'hôtel. Et là, ils ont découvert des vêtements, une lettre, ils ont découvert aussi une lettre d'un employeur. Donc, il travaillait pour une manufacture new-yorkaise de corsets, comme voyageur de commerce. Sinon, on retrouve aussi, parmi ces effets vraiment spéciaux, des feuilles sur lesquelles il avait griffonné 440 mots différents avec les lettres qui forment le mot « opportunities ». Opportunité, en anglais. Donc, c'est spécial, mots, ça. Là, comme dans quel état d'esprit il était, là, ça n'en dit long. Et c'est ça. Durant ce temps-là, évidemment, il y a des gens qui défilent à la morgue à Québec pour essayer d'identifier le corps. Il y a autant de curieux que de gens qui cherchent réellement quelqu'un qui est disparu. Mais finalement, ça ne fonctionne pas. Mais comme l'enquêteur de police qui a découvert la lettre de son employeur de New York, il les a contactés. L'employeur a contacté le père de quelqu'un qui était disparu. Et là, le père a dit, c'est certain, il a envoyé un télégramme, il a dit, je suis sûre que c'est mon fils. Il est venu avec sa femme et là, c'est décrit dans les journaux, scène super dramatique, le père la mère qui s'effondre, le père qui crie, qui pleure, parce qu'ils reconnaissent leur fils qui s'appelait en fait Charles Sommer Shreve. C'était un jeune homme apparemment rangé, qui ne faisait pas d'excès dans rien, mais qui avait juste, qui était très, évidemment, sûrement dépressif, mais aussi avec une estime de soi vraiment... C'est ça qui est triste, hein, aussi jeune. Puis se dire, dans le fond, j'ai raté ma vie alors qu'elle vient de commencer, tu sais. Et là, donc, le coroner a conclu un suicide lors d'une attaque momentanée d'aliénation mentale. C'était, évidemment, les termes de l'époque. Très précis. Le corps a été rapatrié à New York et ça finit comme ça. C'est juste que moi, cette histoire-là, je me suis dit, mon Dieu, il fait un bien meilleur fantôme que la dame en blanc. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, je veux pas non plus rendre ça dans le paranormal, mais disons que cette chambre-là, je me demande c'est laquelle. Je suis pas certaine si je l'ai trouvée dans les articles de journaux, parce que je pense que les numéros de chambre sont restés les mêmes de hier à aujourd'hui. Puis, ça fait un peu cinématographique. Ça fait froid dans le dos. Sérieusement, cette histoire-là, là, c'est assez perturbant même. En parlant de vieilles histoires, il y en a une qui a retenu notre attention concernant Louis Giroux. Vous allez voir, ça part d'une altercation avec un certain Gallagher, qui était passablement éméché, faisant le diable à quatre. Les expressions. Oui, c'est ça. Puis j'ai même recherché cette expression parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Et puis, j'ai trouvé faire le diable à quatre, c'est faire beaucoup de bruit, du désordre, s'emporter violemment, se démener en vue d'obtenir quelque chose. Donc, ce Gallagher, qui était sous l'effet de l'alcool, était à la buvette du château Frontenac. Il fut demandé au gardien de nuit Louis Giroux, qui avait à l'époque dans la cinquantaine, de bien vouloir intervenir pour expulser le malotru du château. On est le 3 octobre 1894. Okay. Bon point, Annie, parce que je n'avais pas donné la date du tout. Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant parce que ça fait une mèche, comme on dit. Ça fait une mèche, exactement. Ça fait une escousse. Maudite, une escousse. Donc, c'est ça, 3 octobre 1894. Louis Giroux, donc, intervient pour mettre Gallagher hors du château Frontenac, ce malotru. Sauf que une fois que M. Giroux mit Gallagher à la porte, il se mit à vomir du sang
Okay. C'est quand même assez spécial. Et donc, on appelle l'ambulance et on le transporte vers l'Hôtel Dieu, mais avant de s'y rendre, il décède. L'enquête du coroner conclut à une congestion, je cite, hein, congestion des poumons ayant produit une hémorragie. Je me suis dit, c'est quoi ça, une congestion des poumons ayant produit une hémorragie? Moi, je m'attendais à, je sais pas, moi, un diagnostic, quelque chose. Donc, j'ai regardé. Alors, il se pourrait que ça vienne d'une maladie cardiaque, d'une infection ou d'un trouble de la coagulation, mais ça pourrait également venir d'une insuffisance respiratoire. Gallagher, quant à lui, il fut relâché. Il a dit ce qui s'était passé. A priori, pas grand-chose parce que lui, il n'était peut-être pas en état. Mais quand je suis tombé sur cette histoire-là, vomir du sang et tout, je m'attendais à ce que, dans le fond, ce dénommé Gallagher se soit vengé avec, mettons, un coup de poignard et tout. Tu sais. Mais en fait, il n'en est rien. Ça a l'air d'être vraiment un accident. Je vais y aller avec une grosse cause judiciaire qui a été oubliée. J'aime ça, les affaires oubliées. Là. Oui, on aime ça. Refaire surface. C'est une grosse cause judiciaire qu'on peut retrouver sur Internet un peu partout. Il y a même des... il y a des sources, en fait, là, de Cour suprême et tout ça là, par rapport à cette affaire-là. Ça commence aux États-Unis. On appelait ça à l'époque l'affaire Gaynor and Green. Mm-hmm. John Gaynor et Benjamin Green. Gaynor qui était un politicien entrepreneur de New York et Green qui était un ingénieur. Les deux ont obtenu frauduleusement un montant extravagant, disons-le, de 2 millions de dollars, et ce, dans les années fin 1800, en fait. Entre 1888 et 1897, 2 millions. Incroyable. En fait, c'était de la corruption à l'époque. D'hier à aujourd'hui, ça change beaucoup, hein, pour des contrats de travaux ça publics. Ça n'a rien à voir. Ah oui, dans le port de Savannah et dans le détroit de Cumberland en Géorgie. Donc, dans en fait, dans le sud des États-Unis. Puis les magouilles, c'est ça, se seraient produites à la fin du 19e siècle. Donc, ensemble, ils avaient formé une compagnie qui s'appelait la Atlantic Contracting Company. Et ils faisaient des contrats, dans le fond, qui ne voyaient jamais le jour. Et ce que je trouve vraiment funny dans ça, c'est que c'était souvent des contrats qui devaient avoir lieu sous l'eau, comme par exemple des tunnels. Okay. Et évidemment, comment vérifier qu'ils ont fait les travaux? C'est vraiment ça qui est écrit dans les journaux. Les gens se sont fait flouer parce que c'était des contrats dont on voyait personne travailler. Ça se passait apparemment sous l'eau. Et c'est comme ça que, de manière ingénieuse, ils ont réussi à frauder jusqu'à 2 millions. Et là, donc, en 1897, il y a un secrétaire de la guerre qui a institué une enquête sur eux pour voir, évidemment, mettre à jour toute cette supercherie. Et donc, c'est ça, en 1902, ces deux gars-là ont quand même obtenu un cautionnement, parce qu'évidemment, ils ont été arrêtés pour ça. Mais ils ont eu un cautionnement jusqu'à leur procès qui était fixé cette année-là pour le printemps. Apparemment, puis on est en 1902, que le cautionnement avait coûté 40 000 par tête, qui est énorme. C'est énorme, oui. Je pense qu'on parle en plus de la monnaie de l'époque, là, du taux de l'époque. Et c'est à ce moment-là que ça serait enfui... après leur cautionnement, sur un convoi qui s'appelait la Saint-Laurence et Adirondack vers Montréal. La fortune, elle, apparemment qu'elle a été placée de part et d'autre dans des voûtes d'institutions financières là, aux États-Unis. Et là, ils sont débarqués à Québec au lieu de se rendre à Montréal et se sont installés directement au château Frontenac. Mais ça, c'est quelque chose ils avaient les moyens. Hein? Oui, il y avait les moyens. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent... parce que c'est une histoire même qui a fait des documentaires, tout ça. Là, c'est vraiment une des... Parce que ce serait apparemment, là, je pense, les plus grands fraudeurs de cette époque-là, là, du moins, là, de toute l'Amérique du Nord, parce que c'était vraiment de l'argent, 2 millions, là, dans fin 1800, pardon. Et là, c'est ça. Ils se sont installés au château Frontenac. Et les policiers, ils auraient arrêté Green parce que, il y a eu une enquête, ça s'est rendu jusqu'ici. Et les policiers, les enquêteurs étaient, disons, à la traque de ces deux-là. Et là, ils auraient arrêté Gaynor. Green, en fait, pendant qu'il se rendait au bureau de poste en sortant du château Frontenac. Et là, apparemment que Gaynor, pour sa part, lui, il avait une stratégie, c'était de s'écrouler par terre et de faire une espèce de gros drama pour qu'il puisse avoir le temps d'appeler son avocat, etc. Et là, ça a fait toute une saga judiciaire. Ils ont été amenés à Montréal. Ils ont été emprisonnés à la vieille prison au pied du courant.
ils ont pu, malgré tout, ils ont pu loger dans des chics hôtels, dont le Windsor, et ils sont retournés rester logés au Château Frontenac en attendant les procédures. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, ce passage-là a trouvé son épilogue au Québec seulement en 1906. Ils ont vraiment resté comme 4 ans ici. Et là, il y a eu une demande d'extradition aux États-Unis. Et finalement, bon, ils ont eu 5 ans de prison plus une amende de 1 150 000 $. Wow. Et ils ont pu sortir de prison en 1911. Bon, ils n'ont pas fait longtemps. Il y a des références qu'on peut aller trouver sur Internet là, de Cour suprême du Canada, même contre Green and Gaynor, qui date de 1905. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette affaire-là, qui est une grosse affaire aux États-Unis, a trouvé, tu sais, vraiment, c'est passé pendant à peu près 3 ans de temps, 4 ans de temps ici. Oui. Puis personne, c'est comme si c'est pas... Non, ça a pas traversé moi, j'en le temps. avais jamais entendu parler. Puis, Ben, ça fait un bout, mettons. Tu sais. oui, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même... Là, 2 millions de dollars à la fin du 19e siècle, là, c'est énorme. C'est des milliards aujourd'hui. Là. J'essayais de regarder pendant que tu parlais pour essayer de faire la conversion, mais de toute façon, les conversions commencent à 1914. Fait que ça ne marcherait pas. Mais tu sais, il y a quand même... Il y a ça qui est intéressant, mais aussi le nom de la compagnie. Atlantic Contracting Company. Ça dit vraiment rien. Ouais, ben, comme bien des compagnies. Mais ça. c'est comme, OK, on est une compagnie qui faisons des contrats. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, en fait. Ils n'ont pas menti. Hein. Oui, c'est ça. Des contrats seulement. On va avancer un peu dans le temps, Annie, si tu veux bien. Mhm. 1913. En fait, ça s'est étalé sur un peu plus longtemps, mais l'histoire a commencé en 1913. Là, c'est en regardant un peu dans le Montreal Daily Mail, en date du 20 janvier 1914, qu'on s'est rendu compte qu'on parlait d'une histoire de corruption. Alors j'aime ça. J'aime ça parce que le 20 janvier 1914, ils nous disent on a des preuves de corruption, puis on vous invite, là, chers lecteurs, à acheter le journal de demain. Puis vous allez en savoir plus. Ouais, c'est fréquent. 1914, ils avaient le sens du teasing, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, dans cette édition, justement, on parle de plusieurs députés qui sont visés par des allégations de corruption. Louis-Philippe Bérard, Achille Bergevin, J.O. Mousseau, qui sont tous 3 députés de rang. Et puis dans l'article, on parle d'argent qui aurait été donné en échange d'une loi contraire à l'intérêt public. On parle d'une somme de 9 500 $ qui correspond à 225 000 $ d'aujourd'hui. Quand même toute une somme. Alors, en quoi consistait cette corruption? Il faut se remettre un peu, puis c'est là que ça prend un peu une explication sur le contexte de l'époque. Il y avait ce qu'on appelait une loi de... c'est pas une loi. On va dire on était une époque de tempérance. Ils appelaient ça la tempérance. C'était... je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que c'était la religion? Est-ce que c'était la société de l'époque? Mais c'était une loi qui demandait à la population de moins boire d'alcool. Nous, au Canada, on n'a pas connu la prohibition, contrairement aux États-Unis, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait un certain poids de la société culturelle ou religieux qui demandait à une époque de restreindre notre consommation d'alcool. Ils appelaient ça la tempérance. Mais figurez-vous qu'il y avait aussi des foires agricoles, différentes foires, et ce qui avait été demandé, et c'est la grosse corruption, c'était de demander à ces députés de modifier la loi pour permettre qu'ils puissent être offerts ce qu'ils appelaient des rafraîchissements lors de cette foire agricole. Entendez, rafraîchissement, boissons alcoolisées. Et ça, c'était scandaleux pour l'époque. Et d'ailleurs, ils ont quand même reçu une forte somme d'argent pour modifier cette dite loi. Le 4 février 1914, Frank D. Case, de la Burns International Agency, excusez mon accent, vient décrire l'appareil qui servit à révéler la corruption. Alors, quand je dis décrire l'appareil, c'est vraiment la description de l'appareil. Un émetteur qu'il qualifie de disque et des récepteurs afin de pouvoir écouter la conversation et même l'enregistrer. Quel rapport avec le château Frontenac, me direz-vous? C'est que l'enregistrement s'est passé dans une chambre du château Frontenac et c'était la chambre 367. Oh, on a 367. le numéro de la chambre. Oui, intéressant. Hein? Alors, ce qui est amusant, ce que j'ai trouvé assez savoureux, là, c'est que là, on parle d'une table d'écoute. Hein.
En langage actuel, on appellerait ça comme ça. Mais à l'époque, ça devait être quelque chose de nouveau. On n'avait pas nécessairement le même vocabulaire. Et puis ça arrive dans bien des domaines là, où les mots qui étaient utilisés à l'époque de la création des inventions ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ils appelaient ça, figurez-vous, un détectaphone. Alors donc, le monsieur de la compagnie, Frank D. Keynes, a décrit ce qu'il appelait le détectaphone. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient révélé que le détectaphone aurait été installé donc dans la chambre 367. Des fils auraient été camouflés dans les rideaux et les contours des fenêtres pour pas que ça se voit, ça paraisse, de sorte que les gens pouvaient écouter à partir de la chambre 369. Ça, c'est la chambre d'à côté, en toute logique. Pour ce qui est de l'appareil, il s'agissait d'une boîte de 18 par 12 pouces. 12 pouces, c'est 30 cm à peu près. Donc, j'imagine que 18, c'est une quarantaine de centimètres. Ça prenait quasiment une armoire pour la cacher. C'est gros, oui, c'est gros. Mais c'est quand même... Attends, là. Mais c'est un système d'espionnage. Mais oui, mais écoute ça, là. Relié à des fils récepteurs fonctionnant avec 2 batteries électriques. On parle de 1913. Je trouve ça incroyable. Ils pouvaient enregistrer. Il y avait des batteries électriques, donc sans doute que la machine était autonome. Et ils écoutaient les conversations d'une chambre à côté. 1913, moi, je trouve ça absolument fascinant. Ah oui, c'est vraiment c'est de l'espionnage en sépia. Exact. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu révéler cette corruption. Les députés ont démissionné ou ils ont été invités à le faire, ça c'est clair. Et puis il y a une autre histoire aussi qui, à peu près à la même époque, un député connu à l'époque, Médéric Martin, affirmait avoir été drogué dans une chambre du château Frontenac. Oh. On pourrait dire autre histoire politicienne. C'était, je pense, c'est vraiment à la même époque en plus. Là, oui. Ça pourrait être lié au détectaphone. C'est possible, c'est possible. Il clamait avoir subi ce sort afin de nuire à sa crédibilité, alors qu'il voulait amener une délégation importante ce soir-là. Il dit avoir été enlevé et emmené dans une gare où, désorienté, il aurait erré ici et là. Ouais, c'est ça. Ça jouait dur en politique. Oui. Aïe aïe. 369, on le retient. Moi, je vais parler d'un autre cas d'un employé. Un peu comme ton Louis dans l'affaire Gallagher. Oui. C'est le meurtre, je trouve ça vraiment, ça aussi, ça fait cinématographique, le meurtre du chef d'orchestre du Château Frontenac, Lauréat Tanguay. Ça s'est passé en 1933. Lauréat Tanguay, père de famille de 36 ans, travaillait au Château Frontenac. Il jouait du piano. Il était chef d'orchestre, mais il jouait aussi du piano. Puis il y avait 2 de ses frères aussi qui étaient dans l'orchestre ce soir-là. Il y avait Roméo qui jouait du cornet. Et Camille qui jouait du saxophone. Tu joues quoi? Du cornet? Oui. Donc, c'est ça, ils étaient 3 de la même famille dans l'orchestre. Et bon, 16 janvier 1933, se tenait une soirée dans la salle Jacques Cartier, qui existe encore. On va mettre des photos d'ailleurs, hein, de toutes sortes de revues de presse, mais aussi de photos qu'on trouve dans les archives, là, avec les sources et tout ça. Et donc, ce soir-là, un peu à la manière des demandes de DJ qu'on va voir aujourd'hui dans des bars, Lauréat Tanguay a reçu une demande d'un homme là, qui est venu le voir pour lui demander une chanson. En fait, c'était William Bill Power qui lui a demandé la chanson « Please », qui devait être le succès de l'heure à l'époque. Ouais. Et là, poliment, Lauréat lui aurait dit « Ben écoute, je vais la jouer plus tard parce que j'ai eu d'autres demandes spéciales. » Et là, il s'est mis à jouer le morceau « Pink Elephant ». Complètement rien à voir. J'imagine, il fallait être là pour savoir de quoi on parle. Et là, furieux, Bill Power, il l'aurait pas pris. Orgueil masculin, il joue pas ma chanson premier, aucune idée. Il joue au fier à bras, il s'est mis à faire du tapage et tout ça, vouloir demander à parler au gérant, Mais voyons et là, donc. il s'était lancé sur lui à pleine tête et là, il a foncé sur Lauréat, il l'a empoigné à 2 mains à la gorge et il s'est mis à l'étrangler, le secouer. Il l'a traîné apparemment sur une longueur de 15 pieds. Je ne sais pas, Bill Power, il avait l'air de quoi physiquement, mais sérieusement, il devait pas... il devait avoir une certaine prestance, là, parce que traîner un homme sur 15 pieds, là, Oui. je ne sais pas si c'est les journaux qui exagéraient ou... Et là, les membres de l'orchestre là, se sont mis à la rescousse de Lauréat, dont son frère Camille Tanguay, qui a réussi à déprendre son frère des mains de Bill. Et là, parmi les personnes qui ont aidé Lauréat Tanguay, parce qu'il était, ça a l'air, il était bleu, là, carrément les lèvres bleues, il était le souffle court. Il y avait d'ailleurs la femme et la sœur de l'assaillant qui sont venues porter secours, tu sais, ironiquement. Et là, c'est ça. Apparemment que rapidement, Bill Power il aurait regretté son geste. Il aurait dit « Oh mon Dieu, c'est un homme malade » parce que quelqu'un aurait dit « Lâche-le, il est cardiaque, mon frère. » Puis là,
Bill Power, il aurait tout de suite regretté. Je ne sais pas s'il avait bu de l'alcool. Évidemment, l'alcool, à cette époque-là, était tellement l'excuse aussi. Et là, c'est ça. Bon, finalement, il a repris un peu ses esprits, lauréat. Il s'est retourné chez lui parce que là, la soirée était pétée. Là, je pense que là, ça ne marchait pas. Et là, le gérant du Château Frontenac, qui était à cette époque-là, M. Johnson, s'est rendu chez son employé parce qu'il était inquiet. Il a fait voir un médecin. Et là, l'état de lauréat s'est détérioré pendant 2 semaines de temps. Et finalement, il est décédé de ses blessures, en fait, là, si on peut dire. Ça serait comme une asystolie après un choc, un assaut violent. C'est ça un petit peu le verdict du coroner. Et là, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Bill Powers s'est fait arrêter J'espère. Pour homicide involontaire. Et là, il y a eu plein de membres de l'orchestre du Château Frontenac qui a été appelé à témoigner. Finalement, ça a été toute une saga. Là. Il y a eu un procès et là, il y a eu un jury qui s'est d'abord pas entendu sur le verdict. Il y en a un, d'ailleurs, là, il y en a un seul qui déclarait Power coupable de l'homicide alors que les autres semblaient pas d'accord. Et là, il y a eu un deuxième procès dans la même année. Le verdict, en fait, c'est que ça a été une voie de fait simple et une amende de 50 $. Il a comme été finalement exonéré pas mal là, de tout ça. Et en décembre de la même année, la femme de Lauréat Tanguay a intenté une poursuite de 25 000 $ contre Power et elle a poursuivi également le Château Frontenac qu'elle jugeait responsable de négligence quant à la protection des employés. Là, à un moment donné, protection de quelqu'un qui te saute dessus. Dans un hôtel, là, me semble, tu sais, quand tu demandes des tunes, tu n'es pas supposé avoir des gardes du corps pour, tu sais... Donc, c'est ça, j'ai pas trouvé de suite à cette affaire. C'est sûr que sur BNQ, j'étais capable de voir là, des cours d'appel, puis évidemment, là, la poursuite, je pense, au civil là, de la femme de lauréat. Mais c'est ça, c'est d'imaginer un chef d'orchestre au Château Frontenac qui se fait attaquer. Encore une fois, on est à une autre époque. Là. Ben, c'est ça, dans un bar là, un peu miteux, d'un quartier un peu sombre, tu t'attends à avoir ce genre de réaction là, de certains clients un peu récalcitrants. Mais au Château Frontenac, je ne sais pas, moi, le côté décorum... en tout cas, peut-être qu'ils ont arrêté de faire des demandes spéciales pour les DJ. Les DJ lauréats. C'est ça. Il y a toute une histoire aussi de contrebande d'alcool qui s'est produite même jusque dans le Château Frontenac. Ça s'est passé en 1933. Il y a eu une grosse descente de police fédérale qui appelait à l'époque la police de la commission des liqueurs pour démanteler un réseau de contrebande d'alcool. À travers ça, il y a eu 15 personnes d'arrêtées, là, un peu partout. Là. Et parmi ceux-ci, il y avait une personne arrêtée qui était un certain Stevens qui s'était installé au Château Frontenac en pensant de passer inaperçu. Peut-être parce qu'il se disait qu'il était un endroit un peu luxueux, parce que je pense que le Château Frontenac, ça a toujours été un endroit... quand même un hôtel international haut de gamme, tout à fait. Il pensait passer inaperçu, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, apparemment, c'était un fournisseur de cargaison d'alcool qui était là dans le but de fournir les trafiquants de Terre-Neuve. Tu sais, quand même, on était quand même dans quelque chose d'assez chaud, là. Et cet homme-là faisait partie de la gang d'Alfred Lévesque. Bon, ça ne dira peut-être pas grand-chose aux auditeurs, mais c'est, dans le fond, ce que je peux dire, c'est que c'était un gros nom. Oui, c'est un gros nom de l'époque, en fait. C'était le Al Capone d'ici, un peu, là. Fait que c'était un contrebandier qui était très notoire pour l'époque. Donc, il y a déjà eu de l'alcool de cachet pour Terre-Neuve au Château Frontenac. Alors, on le sait, l'hôtel du Château Frontenac, c'est un hôtel très mondain, très luxueux, mais c'est aussi un lieu qui a servi à des conférences extrêmement importantes dans l'histoire. Et il y en a eu 2 en particulier, en 1943 et 1944. C'est des conférences qui ont réuni des gens aussi importants à l'époque comme Winston Churchill, Roosevelt et puis Mackenzie King qui était le premier ministre canadien de l'époque. Le but, c'était un peu pour faire suite aux conférences de Yalta, c'était de prévoir, d'avoir une stratégie entre les Alliés afin de mettre à un terme à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on parle de 1943. C'est la rencontre, donc, Roosevelt-Churchill qui a eu lieu au Château Frontenac. Et il se trouve que, dans des discussions, c'est bien beau, on fait des conférences de presse, on fait des belles photos et tout, mais entre 4 murs, il se dit des secrets. On parle de choses, assez sensibles. Et figurez-vous qu'il s'est produit un événement quand même qui aurait pu être majeur, c'est qu'une carte a été oubliée.
Une carte. Une carte qui représentait quelque chose comme la Normandie. Le débarquement? Ouais. OK. Pas mal ça. Là. C'était sans doute un avant-plan. Là, on parle de 1943. Là. C'était peut-être pas encore très précis, mais c'était quand même le lieu où allait se produire le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. OK, ouais. Ce plan a été oublié. Par chance, le sergent-major Eugène-Émile Couture est tombé sur ce plan, puis l'a soustrait à des yeux malveillants, on va dire ça de même, et a remis le plan aux bonnes personnes, ce qui a empêché, imagine-toi, là, si les plans du débarquement de Normandie, même si le lieu du débarquement avait été ébruité dans les médias, la Seconde Guerre mondiale aurait pu être complètement différente. Oui. Alors, le sergent-major, évidemment, a été décoré pour son action. La carte qu'il avait trouvée était juste sous un livre. OK. Et puis, c'était vraiment le plan de l'invasion et du débarquement. Grâce à sa discrétion, non seulement le plan n'a pas été dévoilé, mais cette bévue n'a même pas été ébruitée. Quant à Couture, il devint plus tard un représentant des ventes de la brasserie Molson, la célèbre brasserie de bière ici au Québec. Oui, hein, ça a un peu changé. Parlant de la guerre, Jean-Philippe, oui, Annie. J'ai remarqué, moi, dans mes recherches sur le Château Frontenac, qu'il y a eu beaucoup d'employés qui ont été enrôlés pour que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu beaucoup, là. Pour en nommer quelques-uns, là, il y a eu Émile Flageol, qui a été vétéran, non pas de une, mais des deux guerres, qui est un ex-employé du château. Décédé en 1961, il a fait les deux guerres. Wow. 61, un peu plus, il faisait la guerre de Corée aussi. Hein? Ah, mais en tout cas, c'est quelque chose. Il devait être trop vieux, mais... Un qui est très notable dans son nom, c'est un ancien chef cuisinier qu'on appelait le cordon bleu du Château Frontenac, qui s'appelait Armand Le Guerrier. Intéressant. Ah, ben oui, il était prédestiné. Oui, c'est ça. Il y a aussi beaucoup d'ex-cuisiniers du Château Frontenac, dont Paul Terrien. Il y en a eu d'autres aussi. Donc, c'est ça. Il y a eu, j'ai noté, là, jusqu'à maintenant, pas loin d'une dizaine d'anciens employés qui ont été cités dans les journaux là, comme ayant servi à la guerre, là, qui travaillaient pour le Château Frontenac. Toujours en parlant de la guerre, Annie, il faut savoir aussi que, évidemment, dans un château comme le Château Frontenac qui accueille des visiteurs étrangers du monde entier, il y a aussi des employés qui viennent du monde entier. Puis on a eu plusieurs exemples, il n'y a pas juste au Château Frontenac, dans d'autres grandes entreprises ici au Canada, il y avait différentes personnes. C'est qu'il faut savoir aussi que le Château Frontenac faisait partie du Canadien Pacifique, qui embauchait aussi pour les chemins de fer. C'était un gros employeur, le Château Frontenac. Là, les fournaises, justement, les employés de toutes sortes, là, c'était gros. Là. Ah oui, c'est une petite entreprise, une assez grosse entreprise finalement, une machine. C'est un peu, moi je comparais le Château Frontenac à une sorte de paquebot. Où là, il y a des cuisiniers, il y a des gens qui s'occupent des fournaises, comme tu le disais. C'est énorme. Et donc, il y avait différentes nationalités qui travaillaient au Château Frontenac, dont des Allemands, des jeunes Allemands qui venaient travailler au Canada, au Château Frontenac. Qu'est-ce que vous voulez? Il devait y avoir aussi d'autres nationalités. Ça avait l'air courant là, durant certaines saisons, j'imagine. Exactement. C'est ça, surtout durant l'été, c'est des fortes demandes aussi d'employés parce que le château devait être plein. Et ils occupaient souvent des postes de garçons de café. Mais là, on parle de juin 1915. En pleine guerre. En pleine guerre. Étant donné que la guerre fait rage en Europe, donc, depuis maintenant près d'1 an, l'hôtel refuse de les embaucher. Ils seront probablement internés, ça c'est la presse qui le dit. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a eu des camps qui ont été établis par les autorités, que ça soit pour les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale également pour les Japonais et les Italiens, et les Allemands évidemment. On ne faisait pas confiance à ces gens-là parce que c'était potentiellement des espions, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait des gens, des Allemands qui étaient venus ici, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient fui le régime nazi. Alors, de se retrouver en camp d'internement, c'était un peu injuste. Oui, c'est ça. C'est une autre époque, mais c'est vrai, il y a eu des camps, même en Abitibi, il y en a eu au Lac-Saint-Jean. Ça, on est capable de retracer ça. Oui. Fait qu'ils ont été emprisonnés, probablement. Probablement.
Ceci conclut notre épisode. Je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Rétrocrime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nos revues de presse, nos articles ainsi que nos liens utiles se trouvent sur le site retrocrime.com. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye.